Bon après-midi, professeur de Kerkhoff. Bon après-midi à vous aussi. Comment ça va, professeur? Oh, les choses vont merveilleusement bien. On voit encore un peu de neige sur la plage. La plage, je suis pas devant la plage, mais j'imagine qu'elle est sur la plage. Ouais, de la neige sur la plage, c'est une belle figure. Hein, voilà, il faut être un peu poétique dans ces jours-ci. Mais par contre, sur le théâtre de la guerre, je vois les Américains, les Ukrainiens sont réalistes par rapport aux déclarations du Russe Vladimir Poutine. On dit Poutine peut dire une chose et faire une autre chose. Alors, ce qu'on prenait comme bonne nouvelle lorsque Poutine, l'armée russe a détourné son regard vers les républiques sécessionnistes, on disait peut-être que c'était le début de la fin de cette guerre, mais là, on commence à se poser des questions. C'est effectivement le début du nouveau renouveau de l'ancien. Dans la mesure où véritablement, je crois que, vous savez, comment croire Poutine quand on apprend que même ses conseillers les plus proches ne lui disent pas la vérité sur ce qui se passe sur son terrain? Alors, c'est vrai que de toute façon, la tactique de Poutine, c'est toujours la même, c'est celle de grignoter une part de terrain. Donc quand les généraux russes disent « nous allons maintenant nous concentrer sur le Louhansk et le Donbass », qui sont déjà des républiques indépendantes nommées comme telles par la Russie, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai, dans la mesure où, oui, ils vont se concentrer probablement un certain nombre des troupes. Pendant ce temps-là, les troupes qui échouent à Kharkiv et qui échouent à Kiev et qui échouent un peu partout, essayent de faire un petit repli stratégique pour se reconstituer, mais c'est évident que les bombardements n'ont pas cessé et que toutes les mesures annoncées d'allègement ne se produisent pas véritablement. C'est-à-dire qu'il y a un retrait, oui, mais ça ne change rien au bombardement. Je crois que c'est ça qui est assez clair. Alors, en ce qui concerne la négociation, il y a moyen d'en parler en longueur, mais je crois qu'il faut d'abord se rendre compte que même les Russes, après cette négociation que l'on croyait quand même plutôt positive qu'autre chose, se sont plaints que finalement ils n'avaient pas gagné grand-chose et qu'il n'y avait pas eu véritablement de progrès, qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de négociations et tout ça. Donc on vit un petit peu dans un faire semblant plutôt que dans une réalité, sauf que la réalité quotidienne sur le terrain est atroce pour nos amis ukrainiens. Mais professeur, je regarde la chose, c'est pas comme si il faudrait à s'asseoir sur la table à dessin pour ces négociations-là avec point A, point B, point et les 26 lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? C'est des choses extrêmement simples et qui ont déjà été proposées. C'est les républiques sécessionnistes, c'est la neutralité de l'Ukraine, c'est à peu près tout et tout ça peut se résumer en 3-4 points. Cependant, il me semble que la Russie demande tout et l'Ukraine, de notre côté, en tout cas de ce qu'on a entendu du président qui est en désarroi, a presque offert tout à la Russie. Oui, dans un certain sens, si l'on prend ce que l'Ukraine a mis sur la table, c'est donc la non-appartenance à l'OTAN, pas d'exercice militaire, pas de statut de membre d'un bloc, pas de nucléarisation, pas de forces armées étrangères en Ukraine, à moins de consentement des parties garantes. La seule chose sur laquelle il n'y a absolument aucun mouvement, c'est évidemment le Donbass et la Crimée. Et donc, si vous voulez, il y a les éléments qu'il a mis sur la table qui sont quand même très positifs. Ce qui manque, c'est probablement l'admission, la possibilité, la permission pour l'Ukraine de devenir membre de l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que c'est une chose extrêmement complexe dans la mesure où tout le Maïdan, le fameux Maïdan, la révolution ukrainienne avec Yanukovsky et son alternative, c'était l'entrée dans l'Union européenne ou la candidature à l'Union européenne qui était en jeu. Autrement dit, ça c'est fondamental. Et je crois pour moi que si l'on me nommait négociateur, je dirais que je reprends tous les éléments que l'Ukraine a mis de l'avant. Je dirais niet en russe et en ukrainien sur le Donbass et le Louhansk, et je finirai à un moment donné par abandonner la Crimée.
Et ça serait une bonne stratégie, la Crimée, qui serait reconnue éventuellement par l'ensemble de la communauté internationale comme appartenant à la Russie officiellement, voilà. Et ça serait un gain louable. Cependant, lorsqu'on analyse même les déclaration unilatérale de Vladimir Poutine dans cette guerre, même par rapport à ses clients de gaz et de pétrole, des gens de l'Europe, n'est-ce pas, entre autres l'Allemagne, le fait par exemple de décider unilatéralement que les paiements doivent se faire uniquement en roubles, alors que vous avez un contrat qui donne les monnaies dans lesquelles les monnaies de change, n'est-ce pas, qui sont l'euro et le dollar américain. C'est impensable qu'on puisse changer les donnes pour un contrat signé. D'après moi, c'est évidemment une tentative du père Poutine de se faire payer dans la dénomination qui lui est autorisée par rapport à celle qu'on est en train de lui interdire. Mais je doute fort que cela suivi. D'ailleurs, tous les pays et les sociétés ont déjà dit qu'il n'en était pas question. Maintenant, est-ce que Poutine va arrêter le débit du pétrole pour se faire payer en roubles? Pour l'instant, il semblerait que le pétrole continue à être acheminé. Mais là encore, c'est un autre élément dans le jeu et l'interaction sur les sanctions, c'est le retour de flamme, mais je ne pense pas que Poutine puisse l'emporter longuement. Cela dit, il faut quand même reconnaître qu'à moyen terme, il va falloir régler ce problème d'acheminement d'hydrocarbures, parce que l'Europe, ça va prendre quand même 6 mois avant qu'elle se dégage de l'emprise russe sur cette matière. Et dans quelle mesure est-ce que l'attitude de Biden vis-à-vis de l'Arabie Saoudite leur fait émettre une fin de non-recevoir à la demande de Biden de baisser les prix et d'augmenter la production? Tout ça fait partie de la diplomatie multilatérale que les Américains ne peuvent pas reprendre sur nouveaux frais, parce que la relation avec l'Arabie Saoudite n'est pas très très bonne à cause de l'affaire de Khashoggi et du fait que Biden avait promis pendant la campagne électorale qu'il n'aurait même pas de relation pratiquement avec l'Arabie Saoudite. Alors il y a le Qatar, le gaz du Qatar. Enfin, tout ça prend beaucoup de temps, mais je crois que l'étreinte de Poutine va devoir être limitée, et je crois que plus il fait des menaces justement de se faire payer en roubles et autres chose, ne fera que mobiliser davantage les Européens de trouver des alternatives. Est-ce que Vladimir Poutine a les moyens, effectivement, de sa politique de couper le gaz, de couper la livraison de pétrole à ces pays qui dépendent justement de cette alimentation-là, en disant qu'il va réussir à infléchir la position des alliés et à trouver cette faille dans la résistance alliée face à l'entêtement de Vladimir Poutine? Je crois honnêtement que, vous savez, même quand on se parle, à chaque seconde où on se parle, il y a quand même énormément de pétrole russe qui se rend en Europe. Autrement dit, je ne pense pas que Poutine puisse mettre en application de façon définitive sa demande de paiement en roubles. Je ne suis pas sûr qu'il peut tenir le coup très longtemps. Cela dit, il a quand même le marché en Chine qui lui fournit quand même des devises qui ne sont pas obérés par les sanctions. Autrement dit, il y a encore une capacité de résistance. Il faut, à cela, je rajouterais sur une base personnelle que les Russes sont beaucoup plus résistants que la plupart des Occidentaux, parce que ça fait presque des siècles qu'ils subissent un système totalitaire qui ne leur est pas favorable et qui leur a fait vivre dans des conditions déplorables. Il faut se rappeler que le produit national brut per capita de nos amis russes est aux alentours de 10-11 000 $ per capita, ce qui évidemment est beaucoup plus que bien des pays dits en voie de développement, mais c'est infiniment minime par rapport à la stature du pays qu'il représente, et, si vous voulez, les voisins autour qui sont tous aux alentours de 50 à 60 000 $. Autrement dit, il y a une espèce de faiblesse totale,
Et le problème, quand vous êtes une station d'essence et que vous n'avez rien d'autre à offrir, l'économie elle-même ne réussit pas à compenser justement des interruptions de livraison. C'est vrai que c'est tôt pour faire une évaluation quant au résultat de cette guerre, n'est-ce pas? Oui. Mais que des analystes nous disent que cette guerre profite à l'économie russe, j'essaie de voir la valeur du rouble sur le marché international. Est-ce que la Russie réussirait seul, avec quelques supports vraiment suspects de la Chine et de l'Inde éventuellement, mais c'est quand même presque seul au monde et réussirait à tenir tête face à toute cette coalition solide? Je vous dirais que tant que cette coalition n'aura pas trouvé des alternatives à la dépendance des hydrocarbures russes, Poutine va pouvoir tenir le coup d'une manière ou d'une autre, parce que les flux d'hydrocarbures n'ont pas été interrompus. L'histoire du paiement en rouble ne change rien en cela, dans la mesure où il y a quand même des obligations de paiement à partir du moment où vous livrez la marchandise. Rappelez-vous, dans la période 2013-2014 et même en 2015, quand il y a eu des interruptions de livraison via l'Ukraine, non pas pour punir le marché occidental, mais déjà à l'époque de la part de la Russie pour punir l'Ukraine. Alors, si vous voulez, l'arme pétrolière, elle est indéniable, mais d'un autre côté, le délitement général de l'économie russe, surtout suite aux sanctions, ça va rendre la résistance passablement dure. Cela dit, dans un contexte de propagande russe à outrance, la population gobe pratiquement n'importe quoi, et dès que vous manifestez en opposition, vous vous retrouvez en prison pour 15 ans. La vie est pas mal belle en prison, mais je la préfère à l'extérieur. Absolument, professeur. Ferry de Kharkov, professeur à la Faculté des sciences sociales et études supérieures d'affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Professeur, je vous remercie d'avoir pris du temps encore une fois pour nous. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.